La Première Guerre mondiale reste l'une des principales catastrophes de l'histoire européenne, peut-être même de l'histoire mondiale. À une époque de découvertes scientifiques révolutionnaires, de croissance économique massive et d'échanges culturels incroyables, les principales puissances européennes envoyaient leurs meilleurs et leurs plus brillants à l'abattoir industriel, à une échelle sans précédent. Les tranchées du front occidental sont des symboles poignants de la tuerie sans but qui est si prolifique dans la guerre tristement nommée la guerre, pour mettre fin à toutes les guerres. Des mois passés à grelotter dans des taudis, creusés dans la terre fétide, à endurer les maladies et les bombardements d'artillerie, ne se terminant que par des assauts frontaux inutiles sur des positions de mitrailleuses. Qu'est-ce qui pourrait mieux démontrer la futilité de la guerre? Mais à côté de cette vision apocalyptique de la guerre, une autre vision émerge, une vision non pas tant de confiance et d'espoir, mais d'honneur et de devoir malgré le désespoir de tout cela. Cette histoire de bravoure est l'histoire de jeunes hommes et femmes ordinaires qui font des sacrifices pour les raisons les plus altruistes, parfois même le sacrifice ultime. Thucydide, l'ancien historien et général grec, a dit un jour « Les plus courageux sont sûrement ceux qui ont la vision la plus claire de ce qui est devant eux, gloire et danger à la fois, et pourtant, malgré tout, sortez et affrontez-le. » Les soldats de la Première Guerre mondiale étaient tragiquement trop conscients des terribles dangers auxquels ils étaient confrontés, car ces dangers les entouraient. Heure après heure, jour après jour, ces troupes ont aperçu quelque chose qui ressemblait à l'enfer. Cela rend ces histoires d'héroïsme d'autant plus choquantes et émouvantes. Voici 3 histoires de bravoure de soldats de la Première Guerre mondiale que j'ai trouvées particulièrement incroyables. Chacune montre un récit très différent de la guerre et aussi de ce que signifie être courageux en soi. Ils servent de rappel de la folie des conflits de masse et rendent hommage à ces hommes et femmes courageux qui ont donné leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Ceci est les guerres du monde. En 1915, George V a décerné à Caporal Albert Jacker la reconnaissance la plus prestigieuse de la Royaume-Uni et du Commonwealth pour sa bravoure face à l'ennemi, la Croix de Victoria. Il a été le premier Australie à recevoir cet honneur au cours de la guerre. Considéré comme l'un des soldats de première ligne les plus courageux de toute la Première Guerre mondiale, ni l'honneur de la Croix de Victoria, ni les autres qui ont suivi, n'ont donné de compte rendu adéquat de l'héroïsme de cet homme. Jacker est né dans une ferme près de Winchelsea, Victoria, Australie, le 10 janvier 1893. Il était le 4e des 7 enfants nés d'un travailleur du bois et de sa femme née en Royaume-Uni. Connu affectueusement sous le nom de Bertrand par sa famille, Jacker était un sportif talentueux dans son enfance, travaillant plus tard avec son père. Le 8 septembre 1914, peu après le déclenchement de la Grande Guerre, Jacker s'est engagé dans la force impériale australienne en tant que soldat, le grade le plus bas dans les forces. Le 10 novembre, Jacker a été affecté au 14e bataillon de l'AIF en tant que caporal d'ordonnance par intérim et 2 mois de formation ont suivi au Moyen-Orient. L'Empire ottoman venait de devenir un allié des puissances centrales et le Moyen-Orient allait bientôt devenir la prochaine région du monde à connaître le conflit. Avec les Royaumes-Unis combattant dans les tranchées de l'Europe occidentale et en haute mer, ce serait au corps d'armée d'Australie et de Nouvelle-Zélande d'ouvrir ce nouveau front. Sa première expérience de l'action aurait difficilement pu être plus brutale. Le 25 avril 1915, il a participé au débarquement à Gallipoli, arrivant à Anzac Cove. La bataille horrifique qui a suivi a été le prélude à une campagne de 8 mois qui a coûté la vie à plus de 8000 Australiens, 3000 Néo-Zélandais et 45 000 Royaumes-Unis et Français. La croix de Victoria de Jacker a été décernée pour ses actions à Poste de Courtenay, où une partie du 14e bataillon sévèrement diminué avait été envoyée pour soutenir les Australian and New Zealand Army Corps sous une attaque turque implacable.
À 3h30 du matin, le 19 mai 1915, un groupe de Turquie a lancé 8 bombes dans la tranchée occupée par Jacker et ses camarades. 3 hommes ont été tués, tous les autres sauf Jacker ont été blessés. Les Turquis ont ensuite sauté dans la tranchée et la plupart des Australiens restants ont pris la fuite, mais pas Jacker. Il a maintenu un feu incessant sur l'ennemi et a ainsi empêché leur avancée. Jacker, mesurant seulement 5 pieds 6 mais musclé, a accepté de lancer une contre-attaque et a dit aux 3 jeunes soldats de fixer les baïonnettes, puis a ajouté « Je vais y aller en premier, suivez-moi ». Suite à une initiative échouée ayant entraîné la mort d'un de ses hommes, Jacker a sollicité un autre volontaire pour assurer un feu régulier, pendant qu'il planifiait une manœuvre de flanc. Il a longé plusieurs tranchées, traversé le toujours dangereux No Man's Land, puis a tendu une embuscade aux Turquis par l'arrière. En un instant, Jacker a abattu 5 Turquis et en a bâillonné 2 autres. Cette manœuvre incroyablement audacieuse a pris les Turquis complètement par surprise. Incertains du nombre d'hommes qui attaquaient, et d'où la plupart ont pris la fuite de la tranchée, permettant à Jacker de prendre 3 autres soldats turcs en otage. Malgré ces réalisations extraordinaires, il a ensuite tenu la tranchée pendant toute une nuit, refusant de partir et empêchant toute possibilité que cette section de la tranchée soit reprise. Sa croix de Victoria a été annoncée en juillet 1915, faisant de lui, à 22 ans, le premier Australie du conflit à recevoir cette distinction. Cela lui a également donné droit à 500 livres, une somme d'argent importante à l'époque, ainsi qu'à une montre en or offerte par un homme d'affaires de Melbourne au premier compatriote à recevoir la croix de Victoria. Au cours des 3 années suivantes, son courage sur les champs de bataille de France et de Belgique inspirerait d'autres à s'enrôler et conduirait à la formation d'un bataillon de 1000 hommes, se faisant appeler la bande de Jacker. Peu d'hommes, quels que soient leurs exploits sur le champ de bataille, pouvaient se vanter d'un impact aussi massif. Mais la guerre n'était pas terminée pour Jacker. À Poitiers, lors de l'offensive de la Somme le 7 août 1916, il a de nouveau fait preuve d'un courage exceptionnel. Alors qu'il faisait encore semi-obscurité, les Allemands ont balayé les rangs de le corps d'armée australien et néo-zélandais. Jacker venait tout juste de revenir d'une reconnaissance de la zone. Il est entré dans son abri pour ne trouver que 2 Allemands apparaissent à l'entrée peu de temps après. Une bombe a été roulée dans le couloir et les 2 hommes à côté de lui ont été immédiatement tués dans l'explosion. Émergeant indemne un peu plus tard, il a quitté l'abri pour trouver les Allemands rassemblant une quarantaine de prisonniers. Jacker a mené l'assaut avec environ 7 autres hommes. « Chargez les salauds !» a-t-il crié, tandis que les Allemands leur tiraient dessus depuis leurs hanches avec leurs fusils. Une féroce mêlée de combat corps à corps s'ensuivit. Dans le chaos, aucun des 7 membres du groupe n'était indemne. 4 de ces braves hommes allèrent mourir. Parmi les prisonniers que les Allemands faisaient marcher, beaucoup ont saisi l'occasion pour se joindre à la mêlée et aider ces hommes courageux qui se battaient pour leur libération. Jacker lui-même a été blessé 7 fois, une balle traversant son corps juste en dessous de son épaule droite. Pourtant, l'Australie a refusé de tomber. Les Allemands ont cédé. Ceux qui arrêtaient autrefois des prisonniers sont eux-mêmes devenus des captifs, et une 50aine d'Allemands ont été faits prisonniers de guerre. On dit que Jacker aurait tué à lui seul au moins 12 hommes, peut-être même jusqu'à 20, son courage. Ce jour-là a épargné à ces hommes de passer le reste de la guerre dans un camp de prisonniers et a assuré que sa section clé de la tranchée restait sous le contrôle des Alliés. Lorsque Jacker a été soulevé de la terre ensanglantée, un brancardier l'a décrit comme l'homme le plus courageux de l'armée australienne, mais il n'a reçu qu'une recommandation tiède pour une 2e décoration pour bravoure de la part des officiers supérieurs. Peut-être était-ce son incapacité à remarquer l'attaque allemande, malgré le fait qu'il était personnellement en mission de reconnaissance, ou peut-être était-ce à cause de ses opinions franches contre les officiers et le snobisme colonial britannique. Sur cette question, seule la spéculation personnelle est possible. Ce qui n'est pas douteux, c'est l'héroïsme de cet homme, qui encore et encore a joué avec sa propre vie, refusant de se rendre face à des chances écrasantes. Son courage a été une grande source d'inspiration pour ses propres hommes, comme il l'est pour nous maintenant. Et nous devrions également nous souvenir que, bien que peu nombreux, les contributions de le corps d'armée australien et néo-zélandais à l'effort de guerre ont été héroïques. Plus d'hommes sont morts de ces nations en pourcentage de la population par rapport à l'ensemble de la Royaume-Uni elle-même. Leur reconnaissance et leurs souvenirs sont bien mérités. La Grande Guerre n'avait que 3 semaines lorsque le lieutenant Otto von der Linde s'est retrouvé célébré dans toute l'Allemagne en tant que véritable héros, le premier
et le plus jeune sous-officier à remporter la plus convoitée des décorations militaires allemandes, selon l'Émirat arabes unis. Établi par l'un des plus grands et des plus éclairés monarques qu'un État européen ait jamais eu, Frédéric le Grand, le père, Émirats arabes unis, était une reconnaissance prestigieuse de l'accomplissement. Vous avez peut-être entendu parler d'un autre Allemand notable, à qui l'un de ces prix a été décerné, l'as de l'aviation Manfred von Richthofen, ou le Baron Rouge. Si vous êtes assis là à penser que cette décoration ne sonne pas trop allemande, alors vous avez tout à fait raison. Frédéric préférait le français à sa langue maternelle. Officier dans le prestigieux 5e régiment des gardes à pied von der Linde, était déjà mobilisé lorsque la guerre a été déclarée. Son régiment devait mener l'avancée vers l'ouest de l'armée allemande à travers, selon le plan, la Belgique, la France, puis jusqu'à Paris. Une conclusion rapide de la guerre avec la France était essentielle si l'Allemagne avait une chance de gagner cette guerre. Les vastes Russes, à leur aile, seraient lents à se mobiliser, mais impossibles à vaincre une fois assemblés, surtout si Paris restait belliqueux. Avancer lentement, c'était inviter à des défaites certaines. Ce plan, le plan pour terminer rapidement la guerre en France puis se déplacer vers le front de l'Est, était connu sous le nom de plan Schlieffen. Otto l'aurait bien compris. Allemagne espérait avoir Paris autour de la table des négociations d'ici l'hiver 1914. Cependant, la résistance inattendue des Belges a décalé le calendrier de l'état-major allemand de 2 semaines, menaçant toute la nation d'une défaite précoce. Le chemin de la 5e garde a été bloqué le 23 août par les forts de Neymar. Fort Malone, une forteresse bien aménagée sur leur chemin, a refusé de capituler face aux Allemands. Son approche était une plaine plate et nue. Traverser cette plaine exposait toute force avançante au feu dévastateur de la forteresse. Tenter de la traverser, sans parler de prendre l'installation imprenable, était un suicide sans le soutien concentré de l'artillerie. Cependant, le commandant de la 5e garde savait trop bien qu'il n'y avait pas de temps à attendre pour cela. Il fallait faire autre chose. Otto était proche de ses hommes, avec beaucoup desquels il avait grandi, et était très préoccupé par ceux qui pourraient arriver à ceux qui lui sont proches. Des discussions animées ont démarré, plusieurs officiers jugeant la situation désespérée. Autrement dit, avant que le jeune von der Linde parle, il a affirmé qu'il savait comment capturer les forts sans avoir à attendre le soutien de l'artillerie et à demander qu'on lui donne des hommes à cette fin. Les officiers supérieurs regardèrent le garçon avec étonnement et une certaine incrédulité face à la suggestion. Un officier a demandé combien de mères d'hommes il comptait laisser dévaster pour réaliser cela, et combien d'hommes il mènerait à une mort certaine. « Oh, environ 4, aurait-il répondu. L'officier a ri au visage d'Otto suite à cette remarque, mais Otto, imperturbable, a persisté dans son idée. Demandant sur quoi il pouvait compter pour prendre d'assaut le fort entier avec seulement 4 hommes, alors qu'un millier ne pouvait pas le faire, Otto s'est exclamé que c'était un bluff. L'attitude sincère du jeune homme a tellement impressionné les hauts fonctionnaires qu'ils ont décidé, contre une bonne dose de bon sens, de lui donner une chance. Il avait risqué sa réputation et son respect pour être écouté par les officiers supérieurs. Maintenant, il risquerait sa propre vie. Von der Linde a ensuite cherché des volontaires. Pas moins de 40 se sont présentés. Il a choisi ceux qu'il jugeait les plus aptes pour la mission et s'est dirigé vers la forteresse, une armée de 4 personnes le suivant. Marchant vers le fort à travers la plaine ouverte, Otto et ses hommes devaient sembler condamnés. Braves ou non, et malgré plus d'un coup de semonce tiré pour les décourager, chaque homme a fait la paix avec lui-même sur ce long chemin vers le fort Malone. Sous les yeux ébahis des défenseurs belges, le petit groupe d'hommes s'est avancé vers le fossé devant les portes du fort et a crié aux défenseurs, exigeant la reddition du fort. Prétendant avoir de l'artillerie entourant le fort dans les forêts, pointée directement sur la position des défenseurs, Otto suppliait les Belges d'épargner leur propre vie et d'éviter à tous un bain de sang en se rendant simplement. Pendant de longues et angoissantes minutes, les Belges restèrent silencieux et ne donnèrent aucune réponse, probablement en train de peser leurs options derrière leur solide défense. Des tourelles, des mitrailleuses, des lance-grenades et des hommes armés pour le conflit entouraient les 5 soldats allemands, ne leur laissant guère de doute quant à l'importance de leur mission. Finalement, le pont-levis a été abaissé. Les portes massives ont été ouvertes. Le quatuor de von der Linde a pénétré dans le fort. C'est là qu'ils ont accepté la reddition des Belges prenant leurs armes et sécurisant le fort, bien que 400 défenseurs aient réussi à s'échapper. Le plan d'Otto avait réussi. Son idée, que la plupart pensaient le mener lui et les hommes qui le suivaient à une mort certaine,
avait porté ses fruits et le fort était sous contrôle allemand. La légende raconte que, voulant signaler le succès aux officiers supérieurs, Otto a descendu le drapeau belge de son mât, puis, en l'absence de drapeau allemand disponible, les culottes noires d'Otto lui-même, la chemise blanche d'un officier et la chemise rouge d'un soldat privé ont été hissées pour créer un drapeau tricolore allemand de fortune. Une position stratégique clé a ainsi été prise sans la perte d'une seule vie. L'intelligence, la compassion et le courage d'Otto von der Linde ont évité beaucoup d'effusions de sang et lui ont valu l'adoration de nombreux soldats allemands. Mais de telles victoires devaient être de courte durée, car à l'automne 1914, Otto et les Fifth Foot Guards se retrouvèrent dans le bain de sang qu'était la première Ypres, souvenu en Allemagne comme le massacre des innocents. Ces hommes subiraient un nombre stupéfiant de 50 000 victimes au cours d'une bataille de 34 jours. Néanmoins, Otto risquait sa vie pour le bien-être de ses camarades. Qu'il ait survécu pour que cette histoire soit rappelée est aussi improbable que son courage était exceptionnel. Malgré l'inhumanité de la guerre, de tels actes de bravoure ont été observés aussi bien chez les Allemands que chez les Français, les Hongries, les républiques tchèques et les Turquies, tout autant que chez les Russes, les Royaumes-Unis ou les Italies. L'héroïsme n'appartient à aucune nation en particulier. Nous le devons à la mémoire véridique de cette terrible guerre, de nous souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour les autres, non seulement du côté des forces victorieuses, mais où qu'ils se trouvent. Jack Cornwall n'avait que 16 ans quand il a perdu la vie à la bataille de Jutland. Son navire a subi un feu nourri et il a été mortellement blessé. Il n'a pas paniqué ou fui, ni désespéré. Au lieu de cela, il est resté à son poste, un garçon de 16 ans calme et prêt à recevoir d'autres ordres. C'est cette dévotion au devoir qui lui a valu à la fois le respect de la nation et une croix de Victoria posthume. Né dans une famille ouvrière de l'Essex, en janvier 1990, Jean-Jacques Cornwall a quitté l'école en 1913. Trop jeune pour rejoindre la marine, il est devenu garçon-livreur jusqu'en juillet 1915. Avec la Royaume-Uni maintenant en guerre, il a pu s'engager. Jack a été formé en tant que mousse, une catégorie spéciale de très jeunes hommes qui ont toujours trouvé un rôle de niche dans la marine. Il a obtenu de très bonnes notes, tout en démontrant des compétences en artillerie et en navigation. Écrivant à ses parents, Jack a dit de ses exercices et de sa formation qu'il était assez fatigué. Vous pouvez parier, avant de signer la lettre, votre Jack qui vous aime toujours, adressant des baisers à ses membres de la famille, leur poule et son chat. Puis à la fin de mai 2016, après avoir terminé sa formation, Jack a rejoint l'équipage du HMS Chester et a pris la mer. Le HMS Chester était un croiseur léger nouvellement construit équipé de canons navals de 5,5 pouces à chargement par la culasse. Initialement prévu pour la marine grecque, le déclenchement de la guerre a poussé le gouvernement britannique, soucieux de sa puissance navale, à l'acheter lui-même. Le navire a ensuite été chargé de rejoindre la flotte de Scapa Flow, située à Scapa Flow dans les îles Orcades, dans l'extrême nord de la Royaume-Uni. Ce port naturel abritait des flottes depuis les invasions vikings. Il abritait maintenant la puissance d'acier de la marine britannique moderne. Malgré un poids de pas moins de 5000 tonnes et propulsé par 12 énormes chaudières, Yarrow, le HMS Chester, était éclipsé par les navires plus grands de cette flotte. Par exemple, les cuirassés de la classe Queen Elizabeth pesaient 33 000 tonnes et utilisaient plus d'une tonne de mazout pour chaque kilomètre parcouru à pleine vitesse. Les canons de ce super dreadnought judicieusement nommé étaient monumentaux, capables de lancer des obus de 875 kg chacun vers des cibles à plus de 20 000 mètres de distance. Ils étaient les super-armes de la nation la plus puissante de l'époque. Pas un homme qui les a vus n'a pas été impressionné. Le jeune Jack a dû être émerveillé et peut-être rempli d'appréhension car chaque homme là-bas savait que les Allemands déploieraient des navires de taille similaire et tout aussi capables. Le navire de Jack, le HMS Chester, était attaché à la 3e escadre de croiseurs de bataille de l'amiral Horace Hood. Cornwell serait le régleur de visée pour le canon avant de 5,5 pouces, un rôle important et à haut risque, surtout pour un jeune matelot sans expérience de combat. Cornwell était responsable de la transmission des ordres de l'officier de contrôle de l'artillerie à l'équipage des canons et de l'ajustement du disque de réglage de visée en laiton sur le canon.
Son travail nécessitait une concentration intense et signifiait qu'il devait se tenir à l'extérieur du bouclier protecteur du canon, le laissant exposé au danger. Tard dans l'après-midi du 30 et 1 mai 1916, les croiseurs de bataille de Hood étaient à 25 miles en avant du reste de la flotte, alors qu'elle se précipitait à pleine vitesse pour soutenir une action contre les Allemands. Vers 17h30, Chester a été envoyé pour enquêter sur les éclats d'armes à feu détectés au sud-ouest des navires britanniques. Soudain, à travers la brume, 4 croiseurs légers allemands sont apparus. Dans la bataille, Chester a rencontré le 2e groupe de reconnaissance allemand, étant sérieusement surpassé en termes d'armement. Malgré cela, Chester s'est retourné et a ouvert le feu sur les navires ennemis, mais c'était en vain. Les croiseurs légers allemands ont commencé à bombarder le Chester. En 3 minutes, 3 des 10 canons du Chester ont été mis hors de combat. La scène sur le pont était de panique et de dévastation. Les équipages des canons gisaient morts ou blessés parmi les débris dévastés du navire. L'équipe de Cornwell a tous été tués tôt dans l'action et il a été horriblement blessé. Des éclats de métal volants provenant des obus allemands avaient déchiré les jambes et l'estomac du jeune homme de 16 ans. Mais alors que les croiseurs légers allemands continuaient de soumettre le Chester à un feu nourri, Jack Cornwell est resté courageusement à son poste. Malgré sa douleur inimaginable et sa position isolée, le jeune garçon de 16 ans est resté courageusement sur place, attendant des ordres, déterminé à voir la fin de la bataille et à accomplir son devoir. Pendant près de 20 minutes, le HMS Chester a été soumis à un intense tir d'obus et a reçu au moins 17 coups directs. Son capitaine a réussi à le guider habilement loin des navires allemands et hors de danger. Le navire avait d'une manière ou d'une autre survécu, mais le carnage qui avait été causé signifiait que le Chester était hors de combat pour le reste de la bataille. En plus des 3 canons qui avaient été détruits, le navire a été traîné le long du côté et avait subi plus de 70 pertes parmi l'équipage. Le jour suivant, le HMS Chester a été ordonné à la rivière Humber et ses blessés ont été emmenés à l'hôpital de Grimsby. C'est là, le 2 juin 1916, que Jack Cornwell est mort des blessures étendues qu'il avait reçues à Jutland. Mais la conduite héroïque de Jack ne devait pas être oubliée. L'amiral de toute la flotte à la bataille de Jutland, l'amiral Sir David Beatty, a fait imprimer un communiqué dans les journaux. Dans celui-ci, Jack était décrit par son nom comme un exemple splendide de dévouement au devoir. La réponse du public a été énorme et ce communiqué a été suivi d'un grand enterrement public à Londres et de demandes de reconnaissance supplémentaires du courage du jeune homme. Ainsi, Cornwell a été décoré à titre posthume de la Croix de Victoria en reconnaissance de son courage face à l'ennemi et de son sens du devoir inébranlable. Sa mère s'est rendue au palais de Buckingham et a reçu cet honneur de la part du roi George V lui-même. L'adoration de ce jeune héros de Jutland ne s'est pas arrêtée là. Le 21 septembre est devenu le journée de Jack Cornwell. Des fonds et des bourses pour la marine et les victimes de la guerre ont été créés au nom du garçon, et un badge spécial pour le courage a été commandé pour les Boy Scouts, le badge Scout Cornouailles. L'héroïsme de Jack est indubitable. Le jeune homme a montré une sorte de courage exceptionnel même en temps de guerre et a payé le prix ultime. Ce qui a exactement motivé Jack à endurer ce qu'il a fait et à agir avec un tel courage ne pourra jamais vraiment être connu. Était-ce pour le grand roi britannique et son pays? Était-ce par un sens du devoir? Ou était-ce pour ses camarades et amis de la marine? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'au milieu de tous ces actes de bravoure et d'héroïsme de légendes comme Albert Jacker, de héros de guerre comme Otto van der Linde et d'icônes comme Jack Cornwell, il y a une histoire à raconter. Cette histoire est souvent difficile à confirmer avec la réalité. Il est très difficile de séparer les faits de la fiction dans ces histoires racontées et répétées par des nationalistes qui cherchent à mettre en valeur et à promouvoir la guerre. Heureusement, rendre hommage aux disparus ne signifie pas et ne devrait pas signifier cautionner la Première Guerre mondiale ou toute autre guerre d'ailleurs. La plupart de ceux qui meurent dans ces conflits le font avec un héroïsme d'un autre genre. Ils sont décédés non pas par des actes de bravoure qui défient les normes et les attentes à leur égard, mais dans un moment non réalisé ou paralysé par le choc et la peur. Dans leurs derniers instants, peu pensaient à la Grande Guerre, à un choc des civilisations, ou même à un tort et à un droit. Leurs esprits étaient fixés sur les choses plus simples qui donnent de la couleur et de la joie à nos vies. Les modestes inquiétudes et délicates peurs des êtres chers, des espoirs et des rêves. Il y a vraiment des milliers d'histoires de bravoure qui peuvent être racontées sur les hommes et les femmes qui ont combattu et sont morts pendant la Première Guerre mondiale.
Chacun montre la guerre à travers un autre ensemble de yeux et nous permet de penser à elle et à nous-mêmes différemment. Voici juste 3 de ces histoires. Ils ne seront pas oubliés. Et voilà 3 actes incroyables de bravoure pendant la Première Guerre mondiale. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.